Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur 6 TV. Ce soir, nous allons débattre d'un phénomène que tout le monde condamne, mais contre lequel aucun combat, pour le moment, ne semble efficace. Ce phénomène, il s'agit bien sûr de la fraude sur l'âge des joueurs. Ce phénomène qui resserre de plus en plus son étreinte autour du sport international. Du football jusqu'à l'athlétisme en passant par le basket, les jeunes sont de plus en plus portés à falsifier, à réduire drastiquement leur âge, parfois avec la complicité de certaines fédérations, de certains entraîneurs et surtout avec des agents de joueurs. Les faits parlent d'eux-mêmes rien qu'en 2016 et avant l'entame du deuxième tour de qualification à la CAN cadette 2017, il y a eu 6 cas qui ont été recalés, 6 jeunes recalés en Guinée. Il y en a eu 26 au Nigeria, 14 au Cameroun. Et le phénomène ne semble pas aller décrescendo. Alors, pourquoi, mesdames et messieurs, les jeunes joueurs sont de plus en plus portés à changer, à falsifier leur âge? Quel est l'impact, la portée de ce phénomène? Est-ce que les solutions qui sont envisagées pour endiguer le phénomène sont efficaces? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour rompre avec cette pratique qui, ces derniers temps, continue d'imposer sa loi dans l'univers du sport international? C'est le sujet du débat de ce soir. Pour en parler donc sur ce plateau, deux invités pour nous accompagner. Il s'agit tout d'abord de Maître Jean-Alfred Matos. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été président du Orea AC de Guinée pendant une vingtaine d'années. Vous avez été également président de la commission ad hoc chargée donc de la normalisation du football guinéen. Il y a donc quelques semaines, ce comité qui a donc tiré sa révérence. Avec vous, pour débattre ce thème, il y a Amadou Abdoul Touré. Bonjour, monsieur. Bonjour Touré. à vous. À vous aussi, merci d'avoir accepté l'invitation de 6 TV. Vous êtes consultant, médias et sport. Vous évoluez également dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Donc c'est important de vous avoir donc ce soir sur ce plateau pour débattre de ce sujet lié à cette fraude sur l'âge des joueurs. Maître Jean-Alfred, avec tout ce temps que vous avez passé donc dans le milieu du football notamment, est-ce que vous avez eu affaire au faux âge pour ces jeunes joueurs? Oui, d'abord je vous remercie de l'invitation que vous m'avez faite et que je suis heureux d'être ici en face de M. Touré que je connais très longtemps. Pour parler du phénomène de cette duplication en fait des âges, il faudrait d'abord remonter un peu le décor sur le plan légal. Le juriste va vous parler. Vous savez que l'acte d'état civil comporte des mentions majeures. Le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance. Cela se passe déjà à la maternité, où il y a une déclaration de naissance du père ou de la mère. Donc c'est des dates certaines. Il y a le jour, même l'heure. Ensuite, de cette déclaration de naissance à la maternité, vous allez à l'état civil. L'état civil, ça peut être d'arrondissement, ça peut être la sous-préfecture, ça peut être la préfecture. Et cela aussi est une démarche qui se passe dans la semaine ou plus tard. Quand cela est fait, c'est des dates certaines, c'est un acte qui est irréversible. Par conséquent, quand un enfant naît avec cet acte de naissance, quand il est falsifié, c'est un faux, c'est un usage de faux. Donc c'est passible de peine pénale, puisque le code de procédure civile, le code civil et le code de procédure pénale en dépendent. Donc c'est le juge qui vous parle. Maintenant, dans le besoin sociétal, dans le monde du football, ce besoin se ressent depuis la nuit des temps. Hein. Depuis, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est une complicité entre les administrateurs de football et le joueur. Le joueur seul ne peut pas user de ce stratagème-là pour diminuer son âge. Vous savez, les classes d'âge dans le football se font sentir, sont réglementées. Au niveau de la FIFA, de la CAF, quand vous parlez des minimes, c'est une tranche d'âge. Quand vous parlez des cadets, c'est une tranche d'âge, des juniors et des seniors. Vous pouvez être jeune, mais aller en senior. Vous ne pouvez pas être senior et revenir en cadet. Impossible. Vous voyez la preuve, l'équipe nationale de France aujourd'hui, où vous avez Pelé, quand il a eu 16 ans, 17 ans, il a été avec les seniors. Mais c'est l'inverse qui se passe. Pourquoi? Parce que le besoin en joueur
dans les catégories minimes, se font tellement sentir le goût du résultat des administrateurs de football, fait en sorte qu'ils prennent les juniors pour les amener au cadet. Et il va sans dire que les juniors au cadet, ça n'a pas la même performance. Donc c'est là que vient la tricherie. Donc c'est ce besoin de résultat qui amène les dirigeants à amener les joueurs à diminuer leur âge pour intégrer la catégorie cadette ou la catégorie junior. Alors, pour avoir été dirigeant d'un club de football, est-ce qu'il arrivait des moments où vous, personnellement, vous avez falsifié l'âge d'un joueur de votre club? Non, pas moi personnellement, mais je dis, on a eu des cas, c'est surtout au niveau des transferts. Sur le plan local, généralement, ça se passe moins que ça. Mais c'est quand il y a des besoins de transfert, on se rend compte qu'un joueur, il est détecté quand il a dépassé un certain âge. Or, les critères de sélection pour aller dans une académie à l'extérieur disent qu'il faut prendre de 14 à 16 ans du moins. Et ce joueur a 18 ans. Donc, les gens passent par des certains pour aller à la fédération ou les gens parce que vous avez plusieurs étapes. On ne peut pas avoir transféré un joueur si la commission chargée des transferts de joueurs de la fédération ne donne pas son avis, son visa. Et ce visa-là est lié à un critère de sélection qui est l'âge et le temps. Moi, j'ai eu des cas où les joueurs sont partis. Je n'ai pas géré ça, avant que je n'arrive, et au retour, ils ont été disqualifiés du fait que, parce que vous avez une mémoire à la CAF, et dès que vous êtes qualifié dans un club, vous avez joué déjà une compétition internationale, vous êtes déjà fiché, répertorié à un âge avec un passeport. Si ce même joueur-là revient avec un autre âge, c'est un usage de faux. Donc, on a eu des cas comme ça où des joueurs ont été disqualifiés. Je tairai les noms, mais je dis, mais cela, c'est un besoin qui se ressent. Alors que les normes sont claires, la loi est là, les règlements sont là, je ne sais pas pourquoi, et cela peut s'expliquer à sa messe, mais un faux, oui. La loi, elle est dure, mais il faut l'appliquer. Alors, M. Touré, c'est un phénomène donc, qui existe depuis la nuit des temps, Maître le disait tout à l'heure. Il y a certains grands joueurs qui ont été notamment soupçonnés d'avoir falsifié leur âge. On pense notamment à un certain Samuel Eto'o, par exemple, au Cameroun. Mais pourquoi, malgré les barrières légales des gens, des personnes, continuent toujours à aider les jeunes à falsifier leur âge? La recherche des résultats, des performances. Aujourd'hui, le football, qui est un sport comme tout autre, était basé, donc, en prenant donc, les idées de Pierre de Coubertin, était basé sur la participation. Aujourd'hui, avec tout ce qui est élitiste, avec tout ce qui est performance ou recherche des résultats, nous cherchons de plus en plus au niveau donc, des formations sportives, que ce soit au niveau des clubs ou des sélections nationales, à avoir des joueurs qui puissent rapporter rapidement des résultats. Ces résultats vont au besoin, donc, s'il faut passer par, j'appelle ça, cette tricherie, on le fait. La tricherie, généralement, vient de deux niveaux. Des administrateurs au niveau des clubs de départ, mais aussi des parents. Aujourd'hui, on sait que le football rapporte beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que souvent, cet enfant qui a 18 ans, au moment où on le détecte au niveau donc, du club de M. Matos, a déjà eu un petit passé. Il est passé par 2 ou 3 équipes informelles avant d'être répertorié donc, dans les archives donc, du club, puis de la fédération, et avant de participer à une coupe sous-régionale ou continentale. Ce joueur lambda qui aujourd'hui donc est dans les fichiers de la Confédération africaine de football et de la Fédération guinéenne de football, en principe ne peut plus faire l'objet d'une seconde manipulation, ou de son nom et de son âge, dans la mesure où il est fiché. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Il se passe chez nous qu'à la recherche du résultat de l'oiseau rare, on prend pour M. Lambda, on le fait renaître. On coupe son âge, on diminue son âge, on va jusqu'à changer son patronyme. Et Maître l'a dit, sans vouloir citer de nom, on a vécu des cas tels que le même joueur a été répertorié 3 fois de suite. Et c'était physiquement la même personne. On parle, vous avez donné des statistiques tout à l'heure, où en Guinée il y a eu des cas, au Cameroun il y en a, mais on n'en parle pas assez. Sans vouloir jeter le pauvre sur les autres, mais le Ghana, le Nigeria, trust depuis maintenant 20 ans tous les titres continentaux. Pourquoi?
comment? C'est des questions que jusqu'à maintenant on parle. En tout cas, on a vu, hein, il y a quelques années, il y a presque l'équipe nigériane de football qui a été décimée, l'équipe cadette de football, parce qu'après avoir procédé à l'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique, il y a, sur les 11 entrants, il y a 2 seulement qui ont été finalement retenus. Mais, maître, vous êtes juriste, légaliste. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a des garde-fous qui empêchent de trafiquer, par exemple, l'âge des joueurs. Mais pourquoi ça perdure? Est-ce que c'est parce que quelque part, il y a du laxisme? Vous savez, plus il y a des garde-fous, plus les fraudeurs font preuve d'imagination pour inventer de nouveaux stratagèmes. Mais le problème, je crois qu'il faut le poser à 2 niveaux. Aujourd'hui, la technologie biométrique fait en sorte que, même si vous changez l'âge, vous ne pouvez pas avoir le même pipi de yeux, vous ne pouvez pas avoir le même empreinte digitale. Donc aujourd'hui, la fraude va s'amenuiser. Mais il faut poser le problème autrement. Moi, je pense que le besoin de résultat, c'est le résultat immédiat. Il a dit besoin de résultat. Non, c'est l'argent. Oui. Aussi. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans le monde du football. Il faut en sorte que les intérêts étant liés par pyramide des parents aux managers, au club formateur, font en sorte qu'il y a une complicité collective. Mais, je dis et je répète, si nous rentrons dans les académies, l'école de football, c'est-à-dire que nous recrutons essentiellement dans les collèges ou dans les écoles, il est indéniable que cette fraude-là, elle ne va pas être s'amenuiser comme un coup d'épée magique, mais ça va diminuer. Oui. Parce que de l'école, c'est la même carte d'identité scolaire, c'est le même acte de naissance qu'on prend pour suivre. Mais le besoin d'avoir des résultats immédiats, il faudrait que les parents puissent avoir la patience de pouvoir attendre et suivre le joueur pour faire ses classes, de minimes ou cadets. Tout ça, nous sommes à l'orée de la Coupe d'Afrique 2023. Oui. Tout cela, c'est une symbiose, l'État doit s'impliquer. Mais ce n'est pas valable sur le football, même dans l'administration publique en Guinée. Les gens, pour ne pas aller à la retraite, ils diminuent leur argent, parce que l'âge, la retraite tient compte de l'âge d'exercice de fonction et l'âge aussi que vous avez. Donc c'est propre, ça veut dire que la manipulation des actes primaires de naissance et tout, moi j'en sais quelque chose. Quand par exemple quelqu'un vient me voir qu'il a perdu son acte de naissance ou qu'il ne le retrouve pas, il y a ce qu'on appelle le jugement supplétif, c'est le juge. Le juge, du lieu de naissance, est habilité à faire un acte de naissance qu'on appelle jugement supplétif qui supplée à l'acte de naissance. Mais cela a une procédure contraignante. Mais aujourd'hui, je pense que la technologie au niveau de la biométrie, puisque aujourd'hui les passeports, quand vous dites passeport biométrique, vous avez même à l'aéroport de Conakry, quand vous allez, vous n'avez plus la fiche d'embarquement avec, vous verrez, on vous photographie. Cette photographie, elle est mémorisé à vie. Quand vous revenez, même à l'ambassade, quand vous êtes. Donc la biométrie, pas la technologie aujourd'hui. Bon, mais les fraudeurs, imaginons aussi de faire. Mais aujourd'hui, vous avez dit, ce n'est pas propre à la Guinée. Pourquoi dans les classes minimes et cadets, le Nigeria excelle, on a découvert. Oui. Mais cela se fera dans le temps. Mais je pense que la normalisation des statuts de la fédération va nous amener aujourd'hui. On a fait des textes, mais il faudrait que le contenu des textes, c'est-à-dire les hommes qui vont occuper, comment gérer cette normalisation-là soit à la hauteur de ce qu'on attend. Voilà un peu tout ça. Donc les hommes, les textes, les deux combinés, enfin plusieurs, et puis les parents, comme il l'a dit, doivent pouvoir suivre tout ce mécanisme-là pour ne pas courir derrière le résultat immédiat ou l'argent facile. Alors, Amadou Touré, c'est vrai, on parle des familles de joueurs, on parle même de certains entraîneurs, mais il y a cette question d'agents de joueurs qui se pose aujourd'hui en Afrique. Ce sont pour la plupart des personnes qui viennent d'Europe, qui viennent donc miroiter, qui viennent donner une bonne image de l'avenir qui attend ces enfants une fois qu'ils sont de l'autre côté et qui poussent le plus souvent ses parents à le faire. Comment est-ce que ces parents qui veulent voir leur enfant exceller à un niveau encore supérieur de leur performance, comment est-ce possible qu'ils résistent à la tentation de ces agents de joueurs? L'appel des sirènes, pas facile. Mais vous avez parlé des agents de joueurs. Je pense qu'il y a deux catégories d'agents de joueurs aujourd'hui. Nous avons des agents connus qui ont pignon sur rue et nous avons aussi des facilitateurs ou des intermédiaires. Il se trouve que souvent, et très très souvent, chez nous, on fait miroiter auprès de la famille même que cet oiseau rare que nous recherchons par des vendeurs de muscles est votre fils. Et que votre fils aujourd'hui placé dans un grand club en Autriche, au Maroc ou en Tunisie, pourrait aujourd'hui changer
la situation matérielle de la famille. Mais on ne peut pas. Le joueur en tant que tel, lui seul, Maître l'a dit, ne peut pas lui-même changer, falsifier son acte de naissance. On passe par donc, avec des tentations bien entendu, on passe par l'administration. On passe par ces administrateurs de football. C'est à ce niveau que nous devons essayer de conscientiser au besoin de réprimer. Des sanctions, il y en a. Mais les sanctions ne sont pas monnaie courante dans ce milieu. Pourquoi? Parce qu'à tous les échelons, il y a tricherie. Oui. On sait par exemple au Sénégal, en 2013, lorsque certains joueurs de l'équipe de basketball du pays se sont rendus coupables de fraude, il y en a qui ont été exclus pendant une année. Bien entendu. Et même au football, il y a des joueurs, moi je connais quelques joueurs, dont des joueurs guinéens, c'est vrai que ça n'a pas été médiatisé comme il faut, qui sont restés près de 3-4 saisons sans jouer au football. Des dirigeants aussi ont écopé de sanctions. Maître l'a vécu. Mais aujourd'hui, le problème se pose à quel niveau? C'est comment mettre fin à cette pratique. D'un seul coup, ce n'est pas évident, mais au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la normalisation des textes, on peut le faire. Oui. On va parler tout à l'heure des solutions concrètes pour mettre fin à ce phénomène. Mais sur cette question d'agent de joueur, Maître, sûrement pour avoir évolué dans ce domaine, vous en savez quelque chose. Le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des agents de joueurs qui tout de suite viennent corrompre les parents ou viennent même corrompre les sélectionneurs ou même certains membres de la fédération de football ou alors de la fédération d'athlétisme par exemple pour faciliter la falsification des documents parce qu'au bout, lui, il voit beaucoup plus son intérêt que l'intérêt de cet enfant qui est là? Écoutez, je vais prendre un cas précis. Quand j'étais président de L'Oréal, j'avais un joueur qu'on appelait Pato, qui était le meilleur buteur de la saison du championnat. Mais dans notre vision, il fallait qu'il fasse ses classes en Coupe d'Afrique, les clubs. Le Stade Malien était venu nous voir pour que nous lui prêtions le joueur, puisque le Stade Malien était qualifié pour la Coupe d'Afrique des clubs. On est allé voir ses parents, on leur a dit, nous, comme L'Oréal n'est pas classé à ce niveau, votre joueur, avant d'aller en Europe, puisse aller faire ses classes. Mais malheureusement, vous avez une combinaison, je ne dis pas, entre la famille et le joueur. Vous me direz que la précarité des familles, la manière dont les familles ont besoin d'argent immédiatement, fait en sorte que, ils ont cette pression telle qu'ils veulent aller en Europe tout de suite. Mais aller en Europe, je pense que les joueurs ont deux idées. Aller en Europe, même si ça ne marche pas sur le plan football, au moins je quitterai la Guinée. Vous savez, l'immigration, vous connaissez le problème d'immigration des jeunes de l'Afrique à l'Eldorado européen. Donc ce phénomène-là, nous n'avons pas la maîtrise. Pourquoi? Parce que les contrats que nous signons avec les joueurs, ce ne sont pas des contrats qui stipulent que le joueur appartient au club. Il signe une licence pour la saison ou pour 2 saisons. Il refuse de signer le contrat parce que le club n'a pas suffisamment d'argent pour faire un contrat bien ficelé pour que le joueur appartienne au club. À partir de ce moment-là, les parents n'ont rien à voir dedans. Donc quand ça se passe comme ça, le joueur, il est parti en Grèce, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, un joueur talentueux qu'on avait ici, qui pouvait faire ses classes après 2 ans et avoir la carrière qu'il pouvait avoir, n'a pas pu partir. Il y a plusieurs joueurs comme ça qui sont restés sur les trottoirs. Mais ce que je veux dire, l'impunité doit cesser. Au-delà même du joueur qui a falsifié ou ceux qui les ont aidés, même la fédération qui a pu permettre cet acte-là, on doit l'amener même à être suspendu. Est-ce que concrètement, pour ces transactions, juridiquement, est-ce qu'il y a des bases? Oui, j'ai dit que le code pénal existe. Mais est-ce que dans la signature des contrats, il y a par exemple des articles qui répriment cette fraude sur l'âge-là? Non, en fait, pas systématiquement, mais je dis, c'est dans la procédure de transfert, dans la procédure de validation des licences, que la fraude peut être déjà. Quand la fraude c'est d'ordre public, le procureur peut être saisi, parce que c'est un délit. À partir du moment qu'il y a un délit, il faudrait que l'État, en tant que puissance publique, puisse se saisisse de ça automatiquement, puisse sévir. Donc moi, je pense que c'est au niveau de ça qu'il faut. Mais je pense que aussi, il y a au niveau de l'éducation. L'éducation permet, j'ai toujours dit, il faut ramener le football à l'école. Tant que nous ne ramenons pas le football à l'école, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est vous dire que l'école, quand même, c'est une académie qui a ses normes,
La norme, c'est d'abord l'âge, l'acte de naissance, ensuite le suivi de classe en classe. Donc, à partir du moment qu'on ramènera le football dans cette structure ou dans cette logique académique, beaucoup de freins peuvent se dessiner sur le plan culturel et sur le plan de mentalité. Mais à partir de ce moment-là, puisque les lois sont faites pour être violées, il faudrait que l'impunité cesse. Alors, il faut que l'impunité cesse. Mais aujourd'hui, Touré, lorsque nous regardons en tout cas l'univers du sport, ce n'est pas seulement l'apanage de l'Afrique, ce phénomène de fraude sur l'âge des joueurs, ça existe partout dans le monde. Mais à y regarder de très près, on dit qu'il y a des textes qui sont là, mais des textes, on les viole régulièrement. Et c'est ce qui fait que le phénomène perdure aujourd'hui. Il y a la précarité dans les différentes familles. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi un manque de conscience professionnelle au niveau de ceux-là qui sont censés gérer ces jeunes joueurs? Oui et non, mais en prenant l'exemple de l'Afrique, le dirigeant sportif qui a été et qui est encore Maître Matos, sait combien de fois il est sollicité. Quand un de ses joueurs a une proposition, à part donc le siège du club, jusqu'à son cabinet ou à domicile, il est harcelé. Il est très difficile de résister à cette pression. Au niveau de la fédération, malheureusement, ou des instances qui délivrent les documents, je pense qu'il y a un problème plutôt de... Mais si les gens sont conscients, si ceux-là qui signent ces documents ou ceux-là qui sont censés gérer ces enfants, et s'ils sont convaincus de la répercussion ou des effets que cette fraude sur l'âge entraîne sur les enfants, naturellement, on ne doit pas signer un tel document. Logiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que souvent les familles même produisent des faux documents. Mon fils est né en 1974. On envoie un document où mon fils est né en 1994. Mohamed Kamara devient Mohamed Ba Kamara, etc., etc. Ce qui fait que l'administrateur qui est de bonne foi, qui reçoit ce document, s'il n'est pas très vigilant, il se laisse aller. Surtout que si pour cette vigilance, on l'endort avec en plus une petite enveloppe, c'est vite fait. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que de nos jours, on a besoin de voir, de sensibiliser à tous les niveaux. Que ce soit au niveau du dirigeant sportif, que ce soit au niveau des familles, qu'on sache qu'un enfant avec qui on est en train de jouer, au niveau donc en manipulant légèrement son acte de naissance, que ce n'est pas en fait son acte, le papier simplement, que l'on manipule, mais que c'est toute sa carrière qui est en jeu. Et c'est que toute la chaîne qui va en pâtir. Parce qu'au lieu d'avoir 10 ans de carrière, il se retrouvera avec peut-être 4 ans de carrière. Au lieu d'avoir une carrière brillante, il aura une carrière peut-être brève et terne, etc. etc. Les exemples font légion. Oui, parce que ce qui reste clair, c'est que pour celui qui a 25 ans, qui joue parmi les 17 ans, au début, il est fort, mais vers la fin, lorsqu'il va rejoindre ceux-là qui ont 17 ans, il sera déjà très très fatigué. Alors aujourd'hui, on sait qu'au niveau de la Confédération africaine de football, on utilise l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, pour déterminer l'âge exact des jeunes, mais là c'est juste pour les cadets. Ça veut dire qu'à partir de 18 ans déjà, ce n'est plus possible parce que l'ossification s'arrête là. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui concrètement pour mettre fin à ce phénomène, quand on sait que même ce système de l'IRM a ses limites? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Aujourd'hui, il existe une procédure que la FIFA a mis en place, qu'on appelle donc la licence numérique. Aujourd'hui, donc, par le système donc, de la biométrie, aujourd'hui, on essaye donc des catégories inférieures, pupilles, il n'y en a pas chez nous, mais minimes, cadets, juniors et seniors, on essaye de fixer les joueurs à travers donc la photographie, l'iris, l'empreinte, pour que très tôt, le joueur soit suivi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué chez nous, dans la mesure où les joueurs n'ont pas une carrière rectiligne. Sinon, à l'image de l'équipe des U20 de la Guinée de cette année, souvent ce sont les U17 qui émigrent naturellement vers les U20, des U20 vers les U21 ou U23, etc. etc. Ça, c'est pour un environnement sportif, disons, cohérent et bien organisé. Donc là, pour vous, il faut renforcer donc cette procédure aujourd'hui. Il est dommage qu'en Guinée encore il n'y ait pas, depuis 2 ans que le projet a été accepté et que les équipements sont en place, il est
Dommage qu'il y ait 3 saisons aujourd'hui, qu'on ne soit pas encore à la licence numérique. Mais si on était à la licence numérique, il faut se dire qu'à tous les niveaux, on va éviter tout ce qui est possibilité de fraude. Ni les doublons, ni les homonymies et autres. On aura pour chacun un numéro, un fichier, et ce fichier, il est suivi de la Guinée jusqu'à Jakarta. Ouais. Maître Jean-Alfred Matos, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour mettre fin à la fraude sur l'âge des joueurs? Bon, il a dit, la FIFA déjà et la CAF déjà sont en train de, je peux le dire parce que lors de notre passage pour la normalisation des textes en vigueur, vous avez certaines commissions annexes comme la commission de normalisation de déontologie qui sont chargées un peu avec le comité exécutif de la fédération de pouvoir voir l'application des textes. Et par rapport à ce qu'il vient de dire, effectivement, la biométrie plus la licence numérique va pouvoir endiguer tout ça. Mais je pense qu'en amont, il faut faire une sensibilisation. Oui. La sensibilisation revient à ce que j'appelle ceux qui déjà, d'où le joueur est né, la famille biologique. La famille biologique doit comprendre, même s'il y a le besoin pressant, comme il l'a dit, la carrière d'un joueur ne se joue pas en un seul jour. Il faudrait le faire comprendre que prendre le joueur très tôt dans son talent et le suivre par rapport à sa santé, par rapport à son évolution physique et tout, est un atout pour eux. Mais cela, ça part de la famille, des clubs informels que nous avons, il n'y en a plus, on l'appelle maintenant club amateur, oui. Des clubs amateurs, des clubs professionnels, puisque nous avons maintenant la ligue professionnelle. Il faudrait que toute cette chaîne, la fédération, même l'État, le ministère des Sports et même le ministère de la Justice et partout, il faudrait que tout le monde s'implique parce qu'il y va de notre football. Et le football, vous savez que c'est un vecteur très sensible de tous les États. Donc il faudrait que tout le monde s'implique. Et je pense qu'aujourd'hui, la FIFA ne va plus laisser passer, la CAF ne va plus faire laisser passer. Donc, à partir du moment où on sait qu'il n'y a plus d'impunité, je pense que ça va s'amenuiser. Mais maintenant, il faut justement insister sur l'application des textes. Des textes. Et les sanctions. Qu'il y a quelqu'un qui a été condamné à un tel nombre de prisons. Exactement. Certainement, ça peut contribuer aussi. Et c'est valable pour le football, c'est valable dans tous les secteurs économiques de notre pays. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi cette émission ce soir sur les antennes de 6TV. Nous avons parlé de ce phénomène fraude sur l'âge des joueurs qui écument donc l'univers du sport international. Merci à mes deux invités. Merci. Amadou Abdoul Touré, il est consultant médias et sport. Également, face à lui, il y a eu Maître Jean-Alfred Matos. Il est notaire. Il est ancien président du Orea AC de Guinée, ancien président de la commission ad hoc chargée donc de normaliser des textes et règlements de la Fédération guinéenne de football. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer, à présenter cette émission que vous retrouverez la semaine prochaine sur les antennes de 6TV. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.